Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Aujourd'hui, on va voir le préfixe de politesse o, qui est un préfixe que l'on va placer devant un mot pour embellir un mot, pour parler poliment. Ce préfixe, il s'écrit avec ce kanji. Sa lecture purement japonaise, c'est o, sa lecture sino-japonaise, c'est go. On va généralement utiliser sa lecture purement japonaise, c'est pour ça qu'on l'appelle o. C'est un préfixe qu'on a déjà croisé dans plein de mots de vocabulaire, il est temps d'expliquer ce dont il s'agit exactement. Alors, je vous donne quelques exemples d'utilisation. Kane, qui veut dire l'argent, c'est un mot purement japonais, donc devant je vais mettre la version purement japonaise du préfixe de politesse, o, ce qui me donne okane. Ça embellit le mot. Le préfixe, vous voyez, on l'écrit uniquement en kana, et du coup, attention, on a des petits kana o comme ça qui se mettent un peu entre les mots. Ce n'est pas une particule, c'est bien le préfixe de politesse. Second exemple, sake, l'alcool, c'est un mot purement japonais, donc devant je mets le préfixe de politesse dans sa version purement japonaise o. Au sake, l'alcool, le mot est embelli. Alors, ce préfixe de politesse, il n'est pas obligatoire, je peux dire juste kane ou sake, mais voilà, si je le mets, ça, encore une fois, embellit le mot. Je vous donne maintenant un exemple sino-japonais, gohan, le riz cuit. Han, c'est une lecture sino-japonaise, donc devant je mets go, alors que j'écris en kana en hiragana. Autant, oui, je sais de base, les lectures sino-japonaises, on l'écrit en katakana, mais ça, c'est pour vous indiquer, quand on est dans un contexte de vocabulaire ici, dans les phrases, vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans la saison 1, on va quand même écrire ça en hiragana. Gohan, le han n'existe jamais seul sans le go. La lecture seule du mot en purement japonais, c'est meshi, c'est un terme qui est un peu plus familier. Voilà, en général, là, pour le coup, on dit vraiment les deux de manière indissociée, gohan. Donc voilà, je peux comme ça mettre mon préfixe de politesse sur des mots, ça rend les mots plus jolis. Souvent ce sont des mots qui font partie de la culture japonaise. Les Japonais aiment bien comme ça valoriser ces mots qui font partie de leur culture et dont ils sont fiers. Ça permet de parler de manière raffinée, ça correspond à un certain niveau de langue qui est souvent utilisé par des femmes. Les femmes aiment bien utiliser comme ça des O pour paraître un peu distinguées. Ce O, ça ne se traduit pas en français. Okane, on va pas dire par exemple, je sais pas, le bel argent, non, on va juste dire l'argent, le O passe à la trappe dans la traduction. Je sais que dans Tintin, par exemple, Hergé avait essayé de traduire toute cette politesse japonaise et asiatique en général avec des mots comme honorable, vénérable, etc. Mais aujourd'hui, ça c'est plus trop un okane, l'argent en français. Je vous donne d'autres exemples. Au hanami, le hanami, la fête qui a lieu au printemps au Japon. Alors ici, on a deux kanji, mais ce sont des lectures purement japonaises, donc on met bien le O devant. Au cha, le thé. Alors, ici, cha, c'est sino-japonais, et on met le O devant. Oui, ça, c'est une exception. Parfois, on va pouvoir comme ça mettre des O devant une lecture sino-japonaise. Comme par exemple dans okashi, la confiserie qu'on a déjà vu dans un cours de vocabulaire. Voilà, ici, ça se fait comme ça. Ça me permet d'ailleurs de rebondir sur une chose, la plupart des Japonais s'en moquent de ce que sont des lectures purement et sino-japonaises. Souvent, ils ne savent pas ce que c'est ces termes, ils n'ont jamais appris directement la différence entre les deux. En fait, on n'a pas besoin, et c'est le cas aussi pour les Français, d'avoir un recul comme ça étymologique sur sa propre langue, sur savoir comment les mots sont formés. En français, pareil, on n'a pas forcément besoin de savoir que tel mot est d'origine latine ou que de tel mot est d'origine grecque ou parfois même arabe pour les utiliser au quotidien et très bien savoir s'en servir. Les Japonais, c'est pareil, ils sont pas experts dans leur propre langue. Et du coup, beaucoup de Japonais, quand on leur dit oui, ça c'est une lecture sino-japonaise, ça c'est une lecture sino-japonaise, ils te disent mais c'est n'importe quoi ce que tu me dis, parce que c'est du japonais, tout simplement. Et c'est pour ça que les lectures sino-japonaises, très souvent, on les voit écrites uniquement en hiragana, même si pour moi, je maintiens que c'est très important d'écrire en katakana pour différencier les deux. Et c'est pour ça que parfois, des fois, voilà, comme ça, on a des cas avec des lectures sino-japonaises, mais devant le O du préfixe de politesse qui vient se mettre devant. Alors, je me suis documenté, on a une règle, visiblement, quand ce sont des mots très très bien intégrés à la langue japonaise, on met le O devant, mais le Gohan, pour le coup, le riz m'a l'air aussi très bien intégré à la culture japonaise, donc je suis pas sûr que ce soit une raison valable. C'est la raison qui est donnée dans ces livres qui sont une bible pour moi, mais je suis pas tout à fait convaincu. Et ce qui est important de savoir, c'est que quand c'est O devant une lecture sino-japonaise, Ocha, à ce moment-là, c'est pas Go, c'est vraiment uniquement Ocha. Gocha, ça ne se dit pas, c'est vraiment Ocha, donc là, pour le coup, il faut le savoir et du coup l'apprendre par cœur.
Du coup, ces mots sur lesquels on met le préfixe de politesse o, ce ne sont pas des mots qu'on va créer soi-même en fait, ce sont des mots qui existent déjà dans la langue japonaise telle quelle. On a un certain nombre de mots, donc comme je disais, qui font partie de la culture, etc., sur lesquels on peut mettre un o, et puis on ne peut pas le mettre sur n'importe quel mot qu'on aimerait embellir, ça marche pas tout à fait comme ça. En général, le o, comme ça, de politesse, on l'a pas sur des mots en katakana. Les mots d'emprunt comme ça de l'étranger ne sont pas affectés par cette règle, sauf éventuellement certains qui, encore une fois, sont bien intégrés, comme par exemple biru, la bière, on peut dire obiru, c'est que les Japonais ont une énorme culture de la bière, bien plus que nous en France, j'ai l'impression. Ils ont énormément de marques de bière, ils sont très fiers de leur bière, et du coup, voilà, on peut dire comme ça obiru. Et puis, parfois, ce préfixe de politesse o donne la création de nouveaux mots. Par exemple, naka, qui veut dire l'intérieur, si je mets onaka, l'intérieur embelli, bon, qu'est-ce que c'est? En fait, ça veut dire le ventre. Voilà, je parle d'un intérieur, mais d'un intérieur mis en valeur, et un ventre, hein, finalement, le ventre c'est un bel intérieur, visiblement. Cette chose, en kanji, on va l'écrire comme ça, onaka. Alors, naka, c'est pas du tout une lecture de base de ce kanji, hein. Ce kanji c'est hara, le ventre, hein, qu'on a vu dans le cours de vocabulaire sur le corps humain, mais ici, voilà, on parle de naka à l'intérieur, mais ça veut dire le ventre, donc on va rajouter la lecture sur ce kanji qui de base veut dire le ventre. Et du coup, ce terme onaka, qui s'écrit comme ça, il faut l'apprendre tel quel. C'est un terme qui a été créé par le rajout du préfixe de politesse o sur naka. Et puis, ce préfixe de politesse o, il a une troisième lecture purement japonaise qui est mi, qui n'est plus utilisé aujourd'hui, qu'on va retrouver uniquement dans la langue japonaise ancienne, littéraire, par exemple avec des mots comme misora, miyuki, hein, pour parler du ciel ou de la neige. Ce mi, il a aussi donné naissance à de nouveaux mots. Par exemple, à partir du mot kuji, qui s'écrit comme ça, avec un kanji, qui veut dire la loterie tirée au sort, on a créé mikuji, en mettant donc le préfixe de politesse. Mikuji, ça ne veut plus dire la loterie, mais du coup, qu'est-ce que c'est une loterie, une laiterie importante, une belle loterie? C'est l'oracle écrit. Vous savez, c'est ce papier qu'on tire au sort dans les temples, les sanctuaires sur lesquels une divination est écrite. Voilà, le mot a été créé comme ça, avec kuji, et du coup le préfixe de politesse mi, qui est rare, mais que l'on trouve encore dans certains mots de vocabulaire. Et puis, mikuji, vu que c'est un mot qui est ancien et qui maintenant est figé, on va pouvoir lui mettre lui-même dessus un O de politesse, hein, ça donne omikuji. Et du coup, là c'est bizarre parce que, ouais, on est sur un mot qui a été créé par le préfixe de politesse, on rajoute un dessus en kanji, omikuji. Donc en fait, on a deux préfixes de politesse qui s'enchaînent directement. Et le mot tel que vous allez pouvoir le croiser dans les temples au Japon, c'est omikuji. En général, on va l'écrire en hiragana, et puis on a une alternative avec les kanji. Le deuxième, mi, on va pouvoir l'écrire avec comme ça le kanji du dieu, vu que du coup, ouais, ça permet déjà de ne pas avoir ces deux suffixes qui se suivent, et puis vu que c'est un peu lié au dieu, dieu c'est kami, mi, ok, ça passe. Mais de base, ouais, ça vient de omikuji, comme ça, avec les deux préfixes de politesse. En faisant des recherches, j'ai même croisé un mot qui enchaîne 3 préfixes de politesse. Je n'en parle pas maintenant, mais si jamais vous voulez découvrir duquel il s'agit, je vous laisse faire quelques petites recherches de votre côté. Ce préfixe de politesse, il a encore d'autres lectures dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui ne sont pas importantes, mais si jamais vous en croisez, sachez qu'effectivement ça existe. Ça c'est OK pour le préfixe de politesse. Et puis, ce préfixe de politesse o, go, on va également pouvoir s'en servir pour exprimer son respect envers l'interlocuteur en rehaussant l'interlocuteur, en embellissant avec o les mots qui correspondent à l'interlocuteur. On parle alors de o honorifique, de préfixe o honorifique. Alors, pour cela, il suffit de mettre le o devant un mot lié à l'interlocuteur. O ou go, selon si c'est un mot purement japonais ou sino-japonais. Par exemple, si je parle du jardin de mon interlocuteur, niwa, je vais dire oniwa. Le jardin est mis en valeur. Si je parle du nom de mon interlocuteur, namae, je vais dire onamae. Le nom est mis en valeur. Si je parle de son livre gohon, le livre est mis en valeur. Si je parle de son loisir, goshumi, le loisir est mis en valeur. Vous voyez ici, j'ai deux lectures sino-japonaises, hon et shumi, donc je ne mets pas le o, mais go. Ça, c'est une utilisation qui est différente du préfixe o de politesse qu'on avait avant, qui servait à embellir un mot. Ici, voilà, sur ces mots de base, on ne peut pas mettre un o, mais ici, on va l'utiliser pour exprimer son respect envers l'interlocuteur.
Pareil, on va pas trop mettre ce préfixe o honorifique sur des mots en katakana, mais bon, aujourd'hui il y a des gens qui le font et du coup l'évolution de la langue fait que c'est de plus en plus toléré. Ce préfixe o honorifique, ça va être une énorme alternative à anata no, puisque vous avez compris, le o honorifique, on va jamais l'utiliser sur soi-même, c'est incorrect. Vous avez compris, dans la modestie japonaise, on va jamais mettre de la valeur sur les objets qui nous appartiennent, donc si je dis par exemple oniwa, ça concerne forcément le jardin de mon interlocuteur, donc votre jardin. Et du coup, c'est une très bonne alternative, au lieu de dire anata no oniwa, je dis oniwa, on comprend forcément qu'il s'agit du jardin de mon interlocuteur, et du coup, ça évite de dire comme ça anata. C'est valable pour tous les autres termes. Votre nom, onamae, votre livre, gohon, et votre loisir, goshumi. On peut également mettre comme ça un o honorifique sur des choses qui n'appartiennent pas à l'interlocuteur, mais dont il est le destinataire. Par exemple, ore, re c'est la gratitude, et du coup ici c'est la gratitude qui est pour vous. Ici encore une fois on est sur un cas de o devant un mot sino-japonais. Et on a aussi un autre exemple, o henji. Henji qui est la réponse, donc ici la réponse pour vous, la réponse adressée à vous. Encore une fois un mot sino-japonais. Devant henji, on peut mettre soit o, soit go. Voilà, là ça arrive, on a des termes comme ça, alors il faut les voir au cas par cas, sur lesquels on peut mettre soit l'un, soit l'autre, les deux sont tolérés. Ce préfixe o honorifique, on peut l'utiliser pour exprimer du respect envers son interlocuteur ou envers une tierce personne, une personne dont on parle, mais qui n'est pas forcément la personne à qui on parle, voilà, c'est également possible. Et puis, bon, vous avez compris, le o honorifique, on n'utilise pas sur soi, mais par contre, le o de politesse, qu'on a vu tout à l'heure en début de cours, oui, lui, il n'y a aucun souci, on peut l'utiliser sur les objets qui nous appartiennent. Par exemple, son propre argent, on peut dire sans problème au canet. La différence entre les deux, la nuance est assez importante. Ok, du coup, voilà, ce o honorifique, on va s'en servir beaucoup par la suite, notamment combiné à des verbes, à des adjectifs, même à des adverbes, pour créer des formules très polies. On expliquera plein de termes qu'on a déjà vus avec cela. Et puis d'ailleurs, plus tard, on verra qu'il existe d'autres préfixes de politesse très spécifiques au keigo, le langage très poli japonais, mais ça, c'est dans longtemps, on a le temps de se retourner avant d'y être. Et puis, vous vous rappelez, ce o, on le retrouve dans certains pronoms personnels, omae, onushi, otaku. Alors, otaku, c'est quoi littéralement? Je vous ai dit que c'était votre maison. Bah oui, effectivement, taku, c'est la maison, donc ici, honorifique, otaku, votre maison. Vous comprenez maintenant pourquoi. Et du coup, grâce à ce cours, vous allez comprendre un peu tous les O qu'on a croisés et disséminés sur le chemin jusqu'à présent, comment les mots ont été formés. Et puis, pour finir, on peut combiner ce préfixe O honorifique avec un suffixe honorifique pour créer un mot super honorifique. Alors, je vous montre comment ça marche. Par exemple, Okyakusama, le mot dont on a parlé dans le cours sur le pluriel, Kyaku c'est le client, O c'est le préfixe honorifique, Sama c'est le suffixe honorifique, et du coup je crée comme ça un mot super honorifique, monsieur le client, cher client, vous dites ça comme vous voulez en français, mais voilà, le client est tellement important en japonais qu'on a comme ça, on l'a encadré de deux honorifiques pour faire comprendre à quel point on respecte le client. Des mots comme ça, super honorifiques, ça c'est mon terme, mais on va les appeler comme ça, tiens. Il y en existe d'autres qu'on verra plus tard, notamment dans le prochain cours de vocabulaire sur la famille d'autrui, on en verra tout plein. Et puis, vous imaginez bien que le Otsukare-sama, qu'on a vu il y a très 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 longtemps dans le tout premier cours de vocabulaire sur les formules de politesse, il vient aussi de là, un Otsukare-sama. C'est également un mot super honorifique. Ok, je vous donne vos exercices. Dans les phrases de thème, vous allez devoir utiliser le O en différenciant s'il s'agit du simple O de politesse mis sur un mot ou du O honorifique utilisé pour parler de quelque chose lié à l'interlocuteur, dont on va se servir notamment en alternative à anata no. Alors ce que vous allez faire, vous allez mettre les O de politesse en rouge et les O honorifiques en bleu, pour montrer que vous avez bien compris la distinction entre les deux. Et puis dans les phrases de version, simplement vous allez devoir reconnaître duquel il s'agit pour pouvoir traduire correctement la phrase en français. Pareil que dans les exercices du cours précédent, je vous mets directement la forme polie des verbes dont vous avez besoin pour la cohérence dans vos phrases, puisqu'encore une fois, le O honorifique va de pair avec l'utilisation de la forme polie, cela va de soi. Ok. Bon, mon cours est terminé, il reste encore un peu de temps avant la sonnerie. Écoutez, ce que je vais faire, je vais vous raconter une petite anecdote de quand j'étais étudiant en japonais, un truc un peu marrant qui m'arrivait, enfin assez improbable d'ailleurs. Alors, le cours est terminé, là très clairement, c'est Sensei qui raconte sa vie. C'était la fin de la première année d'études de japonais, j'étais à Lyon à l'époque, on arrivait de la fin de l'année et on avait ce qu'on appelait une semaine de rattrapage. Tous les cours qui avaient sauté dans l'année, les profs disposaient de cette semaine pour mettre des créneaux pour rattraper les cours qui n'avaient pas eu lieu. Et je savais qu'on avait un jeudi matin
où on avait effectivement cours avec une prof qui était un peu particulière, alors moi que j'apprécie énormément, mais qui faisait surtout peur, qui était très exigeante, qui faisait peur à pas mal de mes camarades, très stricte notamment sur l'orthographe en français, à raison, je pense notamment. Et du coup voilà, je savais que ce jeudi matin, j'avais cours de rattrapage avec elle, mais je sais pas du tout à quelle heure. On était le mercredi soir. Je venais de passer la soirée avec une amie japonaise, qui était peut-être à cette époque déjà une ex-japonaise. Enfin, ma copine japonaise, bref, je sais plus. Et je rentre chez moi, il était 23h30, je rentre chez moi, j'attends mon bus. À Grange Blanche, pour ceux que ça parle, qui habitent à Lyon. Et là, je me dis, putain, mais je sais que j'ai cours demain, j'ai cours de rattrapage demain matin, mais j'ai aucune idée de l'heure à laquelle j'ai rattrapage. Et j'avais la flemme de me connecter sur, parce qu'à l'époque, il fallait se connecter sur le portail étudiant pour savoir ça, j'avais vraiment la flemme, et je me suis dit, à qui je pourrais demander pour savoir à quelle heure j'ai cours de rattrapage? Il faisait nuit, 23h30. Je me dis, je vais forcément faire chez quelqu'un, je vais le réveiller, etc. Et là, devant moi, à 1 mètre devant moi, passe la prof en question, stricte, avec qui j'ai cours le lendemain matin. Mais improbable. C'est-à-dire que je me pose la question et elle me passe devant comme ça, dans la rue, à 23h30. Et du coup, je me dis, mais c'est pas possible, je suis en train de rêver. Enfin, imaginez, c'est tellement improbable qu'en fait, tu remets tout en question à ce moment-là. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais lui parler? Est-ce que je vais pas lui parler? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Et du coup, je vais lui parler, je lui dis, excusez-moi, excusez-moi. Alors elle se retourne, non, c'est vous, bah oui, à quelle heure on a cours demain matin? Elle me dit, c'est à 7h30. Et en fait, tous les cours commencent à 8h en fait. Et là, je me dis, mais attendez, je suis en train de rêver, c'est pas possible, 7h30, il n'y a aucun cours qui commence à 7h30. Et elle me dit, si, 7h30, je l'ai mis très très tôt, etc. Du coup, bon, ok. Alors je rentre chez moi, je suis content, j'ai mon info. Et le lendemain, j'arrive en cours, j'arrive un poil en retard, je suis le dernier arrivé en classe, tout le monde est déjà assis, il y a déjà la prof, etc. Et quand j'ouvre la porte, la prof me voit, elle fait, ah, c'est vous? Cette nuit, c'était vraiment incroyable. Et là, je la regarde, oui, c'était incroyable, tout le monde me regarde, tout le monde rigole parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Une prof qui vous dit ça quand vous arrivez en classe comme ça. Et du coup, voilà, c'était assez spécial comme anecdote. C'est un très bon souvenir. On avait tout plein de mes souvenirs comme ça quand j'étais étudiant en japonais. Je vous en rencontrerai peut-être d'autres par la suite. Mais du coup, voilà, c'est la fin de l'heure. La sonnerie sonne. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu, que cette anecdote vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours de japonais.